Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc j'imagine que vous avez suivi le match et la victoire de Rafa. Rafa qui s'impose en 3-7, 6-4, 7-6, 6-4 face à Milos Raonic et qui se qualifie donc pour les demi-finales de l'Open d'Australie où il affrontera Grigor Dimitrov. Donc on va revenir sur évidemment le match de Rafa et sur l'opposition qui attend Rafa face à Grigor Dimitrov qui s'est qualifié lui aussi en battant en 3-7 aussi David Goffin au terme d'un match à sens unique. Donc voilà, donc le match de Rafa, finalement, on n'a pas eu de grandes surprises. En tout cas, tactiquement, il s'est passé à peu près exactement ce que j'avais prédit dans la vidéo d'avant-match. C'est-à-dire que Rafa a extrêmement bien lu le service de Milos Raonic. Évidemment, on s'y attendait. Avec Carlos Moya dans le clan de Rafa, c'était sûr qu'en termes de lecture du service, ça allait être bien meilleur que ce qui s'est passé à Brisbane notamment. La position en retour était beaucoup plus proche de la ligne déjà. À Brisbane, Rafa était beaucoup trop loin. Il ouvrait trop les angles, donc du coup il a pris en 3-7, il a pris 24 ou 28 aces, quelque chose comme ça, je sais plus. Aujourd'hui, il en a concédé entre guillemets que 14. Ça fait, il prend quasiment deux fois moins d'ace, en sachant qu'à un moment il doit prendre 4 aces de suite sur un jeu pas très important. Il a pris très peu d'ace dans les moments importants. Pas beaucoup de services gagnants non plus dans les moments importants. Donc voilà, c'était vraiment la clé du match. Pardon. Euh, Petite info quand même qui a son importance. La veille du match, donc hier, Rafa s'est entraîné et Moya en fait a demandé à Marc Philippoussis de venir faire la séance avec Rafa où Rafa a travaillé quasiment uniquement le retour. Et donc ça a porté ses fruits, puisque Marc Philippoussis, dans le tournoi de... Vous savez, il joue le tournoi des légendes en double, et il a servi à plus de 220 dans ce tournoi, donc c'était une bonne préparation pour Rafa. Raonic, il est un petit peu, pour moi, quand même passé à côté de son match, notamment tactiquement. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc le scénario du match, c'est Raonic qui commence au service. Et dès le premier jeu de service, il tombe sur un mur en retour parce que dès le premier jeu de service, il prend un retour gagnant sur une première balle à 224. Rafa était les deux pieds sur la ligne, quasiment tout le match en retour. Il a retourné bloqué sans aucune préparation, juste la raquette en opposition. Et plus vous servez fort, plus vous vous exposez à ce genre de retour qui, sans aucune préparation, reviennent pas aussi vite que ce que c'est parti, mais qui vous prennent énormément de temps. Donc Rafa n'a pas réussi à breaker d'entrée, même s'il y a eu égalité dès le premier jeu. Il break assez rapidement parce qu'il doit breaker, il me semble, je sais plus si c'est à 2-2 ou à 3-3, mais bon, on n'est pas allé très loin dans ce premier set pour que Rafa break. Et puis Rafa, lui, il a eu aucun problème sur ses mises en jeu dans le premier set en tout cas. Super premier set de Rafa. Je dirais pas set parfait, mais pas très loin, puisque Nadal fait deux fautes directes dans ce premier set. Deux fautes directes en 40 minutes en quart de finale de Grand Chelem. C'est vraiment pas mal. Surtout que malgré tout, il y avait quand même des coups gagnants. Il y avait quand même des coups gagnants et qu'il a quand même pris le jeu à son compte. D'ailleurs, quand on regarde les stats de fin de match, on se rend compte que le joueur qui a couru le plus sur le terrain, c'est pas Rafa. C'est Milos. Bon, après, il n'y a pas une grande différence. Il doit y avoir 150 ou même un peu moins de 200 mètres d'écart entre les deux, mais c'est Rafa qui a fait le plus courir Milos. Ça, c'est un peu pareil, c'est ce que j'avais annoncé. Euh, Quand Rafa avait l'échange en main, il a plutôt que d'essayer de finir le coup en deux coups de raquette, il avait plutôt intérêt à faire galoper Milos. C'est ce qu'il a fait. Après, je pense que le match a aussi été un peu, euh, du côté de Milos, un peu tronqué par une petite défaillance physique, même si je pense que ça l'a pas tant gêné que ça au final, puisqu'il est sorti à 3-2 dans le deuxième set service. Il venait de finir de gagner son jeu de service. Il a appelé le kiné. Après, on a juste vu un strap. Il s'est fait soigner en dehors du cours. On imagine bien pourquoi quand vous avez une blessure qui nécessite une intervention à l'intérieur de la cuisse. Évidemment, ça se fait jamais sur le court. Donc voilà, il est sorti du terrain. Ça a un peu cassé le rythme à ce moment-là. Rafa est pas si loin que ça de se faire briquer juste derrière parce que doit y avoir 15-30, il me semble, sur le service de Nadal. Et dans le deuxième set, Milos s'est mis à beaucoup mieux servir. Et il y a eu un double tournant. Il y a eu deux tournants dans ce set en fait. Le premier tournant, il est en faveur, il est raté par Nadal, on va dire. Il y a 15-30 sur le service de Milos. Rafa a un passing vraiment pas, presque facile, j'ai envie de dire, pour lui. Surtout que Milos n'avait pas bien volé depuis le début du match. Et Rafa, au lieu de
faire un passing en deux ou trois temps comme il fait assez souvent. Il tente le passing gagnant. Elle est annoncée bonne. Raonic challenge et elle est faute. Donc heureusement qu'il y a le challenge parce que sinon Milos aurait été victime d'une grosse erreur d'arbitrage parce que la balle est quand même assez largement faute. Ça aurait fait une grosse erreur d'arbitrage en faveur de Rafa. Moi je préfère qu'il n'y ait pas d'erreur d'arbitrage parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Ça aurait été dommage que Rafa réussisse le break de cette manière-là. Ça aurait pas été mérité pour Milos en plus. Et donc, à ce moment-là, Rafa fait pas le break, donc 5-4 Raonic. Et sur le service de Rafa, Milos, il a trois opportunités, 2 à 15-40. Il mène 15-40. Rafa sauve la première. Euh, et sur la deuxième, Rafa prend warning pour time violation. Warning assez logique. Ça faisait un moment, je pense que sur ce match-là, que Rafa était à la limite de prendre l'avertissement pour dépassement de temps. Il le prend à ce moment-là. Moi, ça me choque pas parce qu'il a pris entre les deux points, il a pris vraiment, vraiment beaucoup trop de temps. Rafa dit rien, il fait un service gagnant. Derrière, il y a encore une balle, il y a encore une balle une balle de break qui du coup est aussi une balle de 7 qui sauve d'un coup droit gagnant et puis il envoie Milos au tie-break. Dans le tie-break, Milos il peut vraiment avoir des regrets. Il doit revenir à un set partout clairement. Euh, Pareil, un tie-break un peu bizarre. Rafa à 0-0, il a un coup droit penalty qui met dans le filet. Finalement, Milos obtient des balles de 7. Les premières sont plutôt bien sauvées par Nadal. Mais la dernière, c'est sur le service de Raonic, et là, il n'a pas le droit. Milos, il n'a pas le droit, il fait double faute. Donc, vous n'avez pas le droit sur une balle de 7 dans un moment aussi important en quart de finale de Grand Chelem, surtout quand c'est votre arme principale, de même pas faire jouer. C'est-à-dire que cette balle de 7-là, Rafa, il n'a rien eu à faire. Euh, Après, elle s'explique cette double faute aussi par le fait que Nadal a constamment agressé Milos au retour. Il a retourné de très près. Il y a eu énormément de fois où Nadal a pris l'échange à son compte dès le premier coup de raquette, dès le retour, même sur des balles à plus de 200. Le jeu où Rafa break, il gagne les trois derniers points du jeu. Et les trois services étaient au-dessus de 215, 219 et 224. Malgré tout, il break. Donc je pense que ça aussi, ça a payé et que ça a poussé Milos à peut-être en mettre un peu trop sur cette deuxième. Et Rafa, lui, sur la première balle de 7, il tourne à 2-7-0. Le match, à ce moment-là, il était plié. Sincèrement, à 2-7-0. En plus, on voyait que Milos commençait à souffrir physiquement. Il avait quasiment aucune chance de revenir. Après, pour moi, il fait une grosse erreur tactique et je regardais le match avec un ami qui est aussi fan de tennis, fan de Roger. Donc, du coup, on attend évidemment avec impatience. On aimerait tous les deux cette finale Roger contre Rafa. Et donc, on regardait le match ensemble et on s'est fait la même réflexion. Il fait deux énormes erreurs tactiques pour moi, Milos. La première, elle est au service. Pendant un set et demi, il sert très souvent le corps de Nadal. Nadal n'a absolument pas été gêné. Donc je suis très surpris que Milos ait continué dans cette tactique qui ne fonctionnait pas. D'avoir un plan de jeu en début de match et de se dire aujourd'hui je vais servir le corps, c'est toujours une bonne idée. Servir le corps au tennis, si vous avez une trajectoire bien rentrante qui rentre au niveau du ventre de votre adversaire, ça peut vous donner des points. Mais la faire pendant quasiment 2 sets, alors que pendant 2 sets, ça pose aucun problème à Nadal. Nadal, il a même gagné un point en retour, alors que la première balle au corps était à 227 km/h. Et Milos, comment dire, il s'est entêté à faire ça. Donc voilà. Je vous avais aussi parlé du kick, qui du coup en night session prendrait beaucoup moins le kick sur la deuxième balle, qui est l'un des points forts de Milos au service. Et il l'a très peu utilisé. Donc ça, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, l'avantage de jouer en night session contre Raonic, c'est que les effets prennent moins. Le kick, il l'a quasiment pas utilisé, j'ai été très surpris parce que même si la balle saute moins haut, ça lui aurait permis d'avoir un bien meilleur pourcentage et de peut-être faire plus de services gagnants. Pas beaucoup d'ace, mais plus de services gagnants. Donc la première erreur, à mon avis, tactiquement, elle est au service pour Milos. Et la deuxième, elle est dans l'échange. Et elle est peut-être encore plus flagrante. C'est ce désir qu'avait Milos de constamment, du moins très souvent, aller tourner autour de son revers pour frapper des coups droits. Je ne le comprends pas pour deux raisons. La première, c'est que, en revers, il était extrêmement bien dans la diagonale. Il tenait. Alors certes, il faisait pas plier Nadal, mais il tenait. Il utilisait son revers long de ligne. Son revers long de ligne faisait plutôt mal à Nadal. Et il a commencé à vouloir constamment tourner autour de son revers pour aller chercher des coups droits décroisés.
Ça a marché. Alors il y a trois quatre fois où ça a fait des coups gagnants absolument incroyables, mais ça a surtout donné énormément de fautes directes. Euh, et en plus, au-delà du fait que ça donnait beaucoup de fautes directes, à chaque fois quand il a décalé, il a complètement ouvert le côté long de ligne et il s'est fait surprendre un nombre de fois assez incroyable. Et en plus, souvent Rafa se contentait de rejouer droit devant, donc du coup long de ligne avec son coup droit, sans prendre aucun risque, et tout de suite il prenait l'échange à son compte et il faisait galoper Ronic. Euh, Là-dessus, franchement, je pense qu'il s'est vraiment bien trompé, Milos, et il peut s'en vouloir. Après, sur le troisième set, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de balle de break ni d'un côté ni de l'autre avant le dernier jeu, où Rafa sort vraiment deux énormes points pour conclure le match. Sincèrement, de toute façon, même si Milos était revenu à 2-7-1 à ce moment-là, on voyait que physiquement, il commençait à vraiment piocher. Euh, pour le coup, sur la fin du match, on l'a senti vraiment diminuer. Autant sur les deux premiers sets, je pense que ça allait. Mais dans le troisième, on voyait vraiment qu'il ne pouvait pas faire de reprise d'appui. C'est dommage, franchement, c'est dommage pour Milos. Moi, quand un joueur se blesse, je suis jamais content, même si ça a permis à Rafa de gagner, entre guillemets, plus facilement. J'espère vraiment pour lui que c'est rien de grave, parce que c'était quand même avant ce tournoi le numéro 3 mondial. D'ailleurs, il perd sa place de numéro 3 mondial au profit de Stan Wawrinka, quoi qu'il arrive. Euh, voilà, après le troisième set, Rafa, il est quand même plutôt très bon, il le maîtrise de bout en bout, il n'a pas spécialement d'opportunité, mais la première opportunité qu'il a, il l'a au meilleur moment et il conclut dessus, et il s'impose en 3-7. Rafa, il rend une copie extrêmement propre, vraiment très très propre, 21 fautes directes, 40 coups gagnants, deux fois plus de coups gagnants que de fautes directes, en sachant qu'il a été un petit peu moins bon au service que sur les tours précédents, 4 aces, 4 doubles. Euh, Sur le match, il fait plus de coups gagnants que Milos Raonic, ça c'est vraiment surprenant. Milos en fait 31, 39, pardon. Et Rafa, du coup, on fait 40 ou 41, je sais plus. Donc, en sachant que dans cette stat, vous avez évidemment les aces. Si vous enlevez les aces des deux côtés, ça vous fait des stats à 20 coups gagnants pour Milos, et 36 pour Rafa. Donc Rafa était largement supérieur du fond du cours. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel en revers, Rafa. Il fait plus d'une dizaine de revers gagnants. Pour lui, c'est extrêmement rare. Habituellement, il se sert plutôt de son revers pour ouvrir des brèches et pour conclure côté coup droit. Là, il a eu l'intelligence de continuer à pilonner avec son revers. Il a beaucoup pris de risques. Il y a eu deux, trois fois où il tente des revers longs de ligne qui sortent de très peu. C'était dommage, mais dans l'idée, c'était très bien. Il a été extrêmement agressif en coup droit. Ça lui fait faire des grosses fautes, à l'image de cette faute dans le tie-break. D'ailleurs, il y a de Brivan, tu me demandes pourquoi est-ce que Rafa il a autant de déchets en coup droit. Pour moi, ça s'explique pour trois raisons. La première, c'est que, évidemment, il prend beaucoup plus de risques. Donc en prenant plus de risques, vous commettez toujours plus de fautes. N'importe quel joueur le sait. On le voit avec un joueur comme Roger, même quand sent très bien la balle, ça peut lui arriver de faire des énormes écarts en voulant prendre la balle tôt, en sachant que Roger est évidemment 1000 fois supérieur à Rafa en termes de timing et de qualité de frappe de balle. Donc si même Roger, qui est le meilleur de tous les temps dans ce domaine-là, arrive à faire des erreurs, et évidemment Rafa, pour qui c'est pas naturel du tout, il va faire des fautes directes. Ça, c'est la première raison. Vous prenez plus de risques, vous faites plus de fautes, c'est automatique. La deuxième, elle est pour moi aussi évidente, c'est qu'il est constamment en train d'hésiter entre frapper à plat, donc vous finir le geste bien droit devant lui, ou continuer avec son lasso et partir au-dessus de la tête. Il hésite constamment. Et si vous regardez bien, il y a souvent des fautes directes où Rafa est entre deux. C'est-à-dire que les fautes directes de Rafa, c'est soit qu'il prend trop de risques, ou soit que son geste n'est ni un coup lifté, ni un coup à plat. Il est sur un plat recouvert, mais un plat recouvert pas du tout volontaire finalement. Et donc du coup, techniquement, c'est un geste qui est pas propre du tout, qui est même parfois sur certaines fautes techniquement assez horrible. Et c'est presque à montrer dans les écoles de tennis pour dire, regardez, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, les copains. Ça, c'est la première chose. Là, c'est la deuxième chose, pardon. Et la dernière chose, évidemment, et pour moi, elle est encore plus flagrante, c'est le placement. En Espagne, vous savez, moi je suis espagnol, je parle plutôt bien français, mais je suis espagnol, ma nationalité c'est espagnol. En Espagne, on m'a toujours dit, le tennis, ça se joue avec les pieds. Euh, Dans le sens où ce qui est le plus important, c'est le placement. Et aujourd'hui, Rafa, il va avoir 31 ans, même s'il est très bien physiquement, il a parfois un jeu de jambes qui est beaucoup moins précis.
Donc un jeu de jambes moins précis, automatiquement vous avez plus de déchets, vous êtes un petit peu moins bien placé, vous décentrez un peu la balle, etc. Donc pour moi, les trois raisons qui font que Rafa fait plus de fautes, c'est ça. C'est un, il prend plus de risques. Deux, parfois techniquement son geste n'est pas bon du tout. Et trois, son placement est moins précis. Donc ça, ce sont les trois raisons. Donc voilà pour ce qui est du match contre Milos, qui est vraiment un très bon match pour Rafa. Il gagne en 3-7, il avait gagné en 5 contre Zverev, gagné en 4 contre Gaël, il gagne en 3 contre Milos Raonic. Vraiment, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça aurait été un tournoi magnifique pour Rafa. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il est numéro 6 mondial. Il sera numéro 6 mondial lundi. Ça lui fait gagner 3 places. Ça lui fait rentrer dans les 8 premières têtes de série. Donc si jamais il en restait là, pour Roland, évidemment, ça le protège un peu du tirage, au tirage en tout cas. Donc voilà, donc vraiment très bon match. Moi je trouve qu'il monte en puissance, Rafa, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Il n'avait pas battu un top 10 depuis 2014, depuis Roland Garros, donc son dernier titre en Grand Chelem. Là il vient d'en battre deux, et pas les deux plus mauvais, parce que bon Gaël, c'est vrai que c'est particulier, Gaël, on sait jamais trop quoi s'attendre avec lui. Mais Milos, c'est quand même un finaliste de Grand Chelem l'an passé. Il pouvait clairement espérer le titre. Après, moi j'ai un peu quand même cette interrogation de savoir est-ce que Milos a eu un problème avant le match à la cuisse, ou est-ce que c'est un problème qui est survenu pendant le match. Et l'autre question c'est que je me pose et à laquelle j'ai pas trop la réponse pour être honnête, c'est est-ce que ça l'a vraiment diminué? Au service, non, parce que c'était la jambe droite et la jambe d'appui, c'est la jambe gauche au service quand vous êtes droitier. Mais il me semble que côté revers, ça l'a quand même bien gêné et que c'est peut-être pour ça qu'il s'est trompé et qu'il a voulu décaler son coup droit. Sincèrement, ça, je sais pas trop et j'arrive pas à me faire une opinion claire. Donc voilà, donc évidemment très bon tournoi. Demi-finale. Moi, c'est ce que j'avais dit en début de tournoi. J'avais dit que s'il faisait une demi-finale, ce serait un grand tournoi, euh, parce que je m'attendais à avoir Novak en face. Évidemment, Novak n'y est plus, grâce à Denis Istomin. Euh, on va avoir Grigor Dimitrov. Alors, il y a une stat qui est un peu paradoxale, qui est même extrêmement paradoxale. Vous savez, à l'Open d'Australie, cette année, on peut avoir la stat des distances parcourues euh, sur un match. Et Rafa et Dimitrov, Rafa a joué environ 2h50, à peu près 3 heures de plus que Grigor. Rafa, il a passé exactement 14 heures sur le court, alors que Dimitrov a dû passer 11 heures, 11h30, peut-être 12 heures, je ne sais plus exactement. Rafa a beaucoup plus joué en temps, mais par contre, Rafa a beaucoup moins couru. Donc ça, c'est assez surprenant. Par exemple, vous prenez la stat d'aujourd'hui, donc deux matchs en 3-7. Rafa, il court 2,3 km contre Raonic en 2h45. Donc match plus long que Dimitrov, qui a joué 2h12, donc une de 35 minutes de plus, 33 pour être exact. Mais par contre, en 33 minutes de moins, Dimitrov a couru 700 km, n'importe quoi, 700 mètres de plus, pardon. Euh, il a couru 3 km tout rond. Donc moi, ça montre une chose. J'ai regardé plusieurs matchs de Dimitrov. Pour être honnête, j'ai pas vu le match contre Goffin. J'ai juste vu un résumé du match d'une quinzaine de minutes sur YouTube. Et de ce que j'ai vu, Dimitrov, il perd quand même un set contre Istomin et il perd encore un set contre Chung. Contre Istomin, c'était un peu surprenant parce que Istomin n'était vraiment pas bien physiquement. Et contre Chung aussi, c'était assez surprenant. Euh, Moi, sur ce que j'ai vu, je trouve que Dimitrov est devenu un meilleur joueur depuis qu'il est moins agressif du fond du court. C'est-à-dire qu'avant, il tenait sa ligne, il essayait vraiment de copier Federer, d'être les deux pieds sur la ligne et de prendre la balle tôt, etc. Il faisait un nombre de fautes directes incalculable. Aujourd'hui, il le fait moins. C'est bien pour lui, ça lui fait gagner plus de matchs. Par contre, ça lui demande une débauche d'énergie assez énorme. Euh, Sincèrement, moi, je suis vraiment. Après, c'est vrai que en étant totalement objectif, comparé à un Nadal Raonic en termes de distance parcourue et un Dimitrov Goffin, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même style de jeu. Donc pourquoi pas? Euh, Pourquoi pas essayer de s'enlever cette idée de la tête que Dimitrov a plus couru sur ce match-là. Même sur les autres matchs, il a beaucoup couru, Dimitrov. Sur les images, moi je le trouve plus loin de sa ligne. Plus loin de sa ligne, c'est une bonne nouvelle pour Rafa. Je trouve qu'il prend la balle assez tard. Il la prend pas phase descendante, pardon, mais il la prend pas phase montante. Je sais que tout le monde le compare à Federer parce que c'est vrai que visuellement il ressemble vraiment à Roger. Moi je trouve que c'est quand même différent. Roger sert mieux, Roger sert moins fort mais il fait plus d'ace. Roger varie beaucoup plus. Euh,
Et évidemment, Roger est beaucoup plus agressif et bien meilleur à la volée. Pour le match, tactiquement, ça va être assez simple, on va pas se mentir. Rafa va faire ce qu'il a toujours fait contre les revers à une main et qui a toujours marché, sauf contre 20-24 depuis quelques années, c'est qu'il va pilonner le côté revers. Il va essayer de mettre énormément de lift, de mettre des trajectoires extrêmement bombées pour faire reculer Dimitrov de ce côté-là et et rentrer dans le cours et l'attaquer côté coup droit. Euh, qui est le favori, sincèrement, pour moi, c'est Rafa. Déjà par leur classement. Rafa est mieux classé que Grigor, première chose. Par leur face-à-face. Rafa mène largement, il mène 6-1 ou 7-1, je sais plus. Et évidemment, parce qu'ils ont montré dans le tournoi. Rafa perd 3-7 sur l'ensemble du tournoi. Dimitrov en perd 2. Donc on se dit, ouais, les deux doivent avoir un niveau à peu près équivalent. Pourquoi pas. Sauf que si vous regardez le tableau, sincèrement, euh, prendre Istomin, Chung, O'Connell, en gros tous, il y en a un, je l'ai à Gasquet. Moi, si Gasquet, pardon, autant pour moi. Pour Gasquet, c'est un gros match. Je l'avais plus en tête, autant pour moi. Et il fait une démonstration et le match contre Gasquet, il est archi impressionnant. En gros, il a joué Gasquet et Goffin qui sont deux très très bons joueurs, mais le reste, c'est quand même un tableau. Je vais pas dire cadeau parce que ça serait de mauvaise foi, mais c'est un tableau plus facile que ce qu'a eu Rafa. En tout cas en termes de classement et en termes de qualité intrinsèque des joueurs qu'il a affrontés. Donc malgré tout, malgré le fait que Rafa a eu un tableau plus compliqué, ils arrivent dans le même état de fraîcheur. En termes de récupération, ça va être quasiment kiff-kiff. Rafa a plus joué, mais au final, ils ont couvert à peu près la même distance. Physiquement, je pense que le match aujourd'hui de Rafa, je pense qu'il n'est pas du tout allé, aller piocher dans ses ressources. Encore une fois, il a eu un match très difficile contre Zverev. Derrière, il a deux matchs de moins de 3 heures qui, en termes d'intensité physique, ne lui ont pas fait mal, puisque dans ces deux matchs-là, c'est lui qui court le moins. Euh, donc voilà, donc physiquement, je pense que Rafa sera encore une fois bien. Évidemment, on parle toujours du physique de Rafa, parce qu'on est obligé, parce qu'aujourd'hui, Rafa est un joueur qui dépend énormément de sa condition physique. S'il n'est pas à 100% physiquement, il n'a aucune chance de battre un top 10, un top 20. Donc c'est super important. Le match va jouer encore une fois en night session. Je pense que ça aura aucun impact sur le résultat. Autant contre Milos, j'étais plutôt content. Autant là, je pense que ça changera pas grand-chose. J'aurais même limite préféré que ça se joue en jour. Parce que Dimitrov, je pense que physiquement, il est quand même un peu moins fort que Rafa. Je trouve qu'il a tendance à beaucoup courir, à trop défendre. Mais ça reste un joueur très dangereux. Moi, je m'attends à un match de fond de cours, parce que Dimitrov a beaucoup progressé physiquement. C'est depuis 2014. Depuis 2014, c'est plus le même joueur. Dimitrov, c'est toujours un joueur qui a pris un set à Rafa. Si vous enlevez les deux matchs qui sont joués sur terre battue, Rafa a perdu sans perdre un set. Dimitrov, il a soit gagné le match, soit pris un set, quoi qu'il arrive. Le seul match qu'ils ont joué en Grand Chelem, c'était ici, c'était en Australie, c'était en huitième de finale, c'était en 2014. Euh, c'est une victoire plus que compliquée pour Rafa. Il perd le premier set 6-3, il gagne les deux autres 7-6 avant de se régaler 6-2 dans le quatrième. Un match extrêmement difficile. Difficile aussi parce que Rafa avait une énorme ampoule. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait une énorme ampoule dans la main gauche qui faisait qu'il avait vraiment du mal à taper correctement dans la balle. Euh, Tactiquement, je pense qu'on n'aura vraiment pas de surprise. Je vois pas Dimitrov. Puis après, il peut essayer de prendre la balle beaucoup plus tôt, de venir au filet, etc. De le faire constamment. Pour moi, c'est pas son jeu naturel. C'est pas là où il est le meilleur. Je pense qu'il a beaucoup pris de confiance en son physique. Donc je pense que du fond du cours, il se sent fort. Donc je pense qu'il va quand même rester en fond de cours. Après, évidemment, sur son service, il est capable de très bien servir. Donc, de très bien servir. Donc sur son service, il va pouvoir peut-être prendre le jeu à son compte. De ce que j'ai vu, il utilise énormément le reverse slicé. C'est pas une bonne idée contre Nadal. Le reverse slicé, ça va donner du temps à Rafa pour décaler son coup droit, qui est son arme favorite. Donc je pense que moi, sur ce match-là, je pense que ça dépend vraiment de Rafa. Ça dépend plus de Rafa que de Grigor, à mon avis, parce que tactiquement, pour moi, le seul revers à une main du circuit euh, qui peut tenir tête à Rafa dans la diagonale revers du joueur coup droit de Nadal, le seul c'est Stan, parce que c'est le seul qui a la puissance nécessaire au niveau de l'épaule pour tenir cette diagonale et pour ne pas reculer. Dimitrov, il peut le faire.
Il peut le faire, mais ça va être comme Federer, il peut le faire pendant une heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, l'épaule, elle commence à trembler, parce que ça demande une intensité incroyable d'empêcher de venir couper ces trajectoires extrêmement liftées côté revers quand vous jouez au-dessus de l'épaule. Euh, Moi, je pense que ce match-là, il est vraiment charnière dans la saison de Rafa. Derrière, on ne sait pas qui de Roger et de Wawrinka va gagner. On le saura évidemment demain. Moi, je pense que Roger a un coup à jouer. Déjà parce que je trouve que ça serait génial après 6 mois d'absence qu'il aille en finale d'un grand chelem. Peut-être qu'il gagne le tournoi, ça serait vraiment génial pour lui. Euh, et je pense que contre Stan, tactiquement, il a les clés. Il a les clés du match. C'est lui qui a le plus de tennis dans la raquette. Physiquement, je pense qu'il est plutôt bien. À part le match contre Nishikori qui a duré 3 heures, les autres matchs, il les a expédiés extrêmement vite. Donc je pense que c'est vraiment Roger qui a les clés. Et donc du coup, si Roger a les clés et que Rafa passe, si Rafa passe, il a un gros avantage sur Roger. Encore une fois, un avantage tactique lié à cette diagonale revers coup droit. Et évidemment psychologique avec le fait que Roger n'a plus battu Rafa en Grand Chelem depuis une éternité. Il me semble que c'est Wimbledon 2007, la dernière victoire de Rafa contre Roger, la dernière victoire de Roger contre Rafa à Wimbledon en 5-7. Il me semble, après peut-être que je dis une bêtise, mais je crois pas. Il faudrait vérifier. Donc voilà, après Dimitrov, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a que 25 ans. Vous savez, on nous parle de la next generation, Zverev, Tomic, Kyrgios et tout ça. Bah au final, la Next Generation, sur les 4 demi-finalistes, vous avez trois papis de plus de 30 ans. Wawrinka et Federer ont 31 et 35 ans. Rafa aura 31 ans le 3 juin. Euh, et vous, le seul jeune, entre guillemets, dans l'histoire, c'est Grigor, qui a 25 ans. Donc à 25 ans, demi-finale de Grand Chelem, si jamais il arrivait par je ne sais quel miracle à aller chercher le titre, même si ça serait finalement pas tant un miracle que ça, parce que je pense qu'il a clairement le niveau pour aller gagner le tournoi. S'il arrivait à gagner son premier grand chelem à 25 ans, quand vous savez qu'à mon avis dans 2 ans, les quatre, même les 5, parce que moi je pense qu'on peut parler d'un big five en mettant Wawrinka dedans. Je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, ces 5-là, ils y seront plus. Et je vois pas de joueur beaucoup plus fort que Dimitrov derrière. Donc voilà, donc Dimitrov, il a aussi un coup à jouer. Moi, je pense il faut se méfier de Grigor. Rafa, il ne pourra pas se contenter d'attendre que Grigor fasse des fautes, parce que comme je vous le dis, il prend beaucoup moins de risques qu'avant. Je pense que mentalement, il a vraiment franchi un palier, Grigor. Physiquement, évidemment, il en a franchi un, mais ça date de l'époque où il s'entraînait avec Roger Rachid, donc ça date pas d'hier. En 2014, par exemple, quand Rafa gagne, il gagne pas au physique, il gagne vraiment parce que il gagne au mental. Les deux tie-breaks, il les gagne au mental. Il y a une balle de 2-7-0 ou de 2-7-1, je sais plus pour Grigor. Et voilà. Donc match évidemment extrêmement difficile. Mais sur le papier, en tout cas, je préfère avoir un Rafa contre Grigor qu'un Rafa contre Novak, qui à mon avis aurait été beaucoup plus compliqué tactiquement pour Rafa. Euh, Après, euh, sincèrement, pour moi, c'est vraiment tellement ouvert ces demi-finales. Euh, je pense que Roger et Rafa devraient passer. Roger, parce que j'ai vraiment envie qu'il soit en finale. Il a vécu une saison galère l'année dernière. Moi, euh, ça m'énerve d'entendre que Roger, il est fini, que je trouve que c'est un manque de respect incroyable pour un joueur qui a le plus grand palmarès de l'histoire du tennis. Donc franchement, j'aimerais bien qu'il fasse taire quelques bouches un peu. Même si en France, il n'y en a pas tant que ça qui le disent, il y en a quand même qui le disent, moi ça m'agace. J'aimerais vraiment qu'il y soit. Et je pense que tactiquement, c'est vraiment lui qui a les clés, c'est lui qui fera le jeu. J'ai vraiment hâte d'être à demain matin pour regarder cette demi-finale. Et Rafa aussi, à mon avis, a les clés. Donc je pense que les deux ont les clés. Les deux ont les clés de leur demi-finale. Donc voilà, donc ça serait vraiment génial de les retrouver en finale. Et en plus, je pense que pour Rafa, malheureusement, c'est bête à dire, mais honnêtement, je pense que Rafa, aujourd'hui en 5-7, il n'est pas capable de battre Wawrinka. Je vous le dis vraiment comme je le pense. Wawrinka, il est tellement fort. Il est tellement fort physiquement que je pense qu'avec un jour de repos en moins, n'oubliez pas que Rafa aura un jour de repos en moins pour préparer la finale. Je pense que si c'est Wawrinka qui passe, ça va être vraiment dur. Donc voilà. Donc tout est ouvert. Les quatre peuvent se qualifier, les quatre peuvent être éliminés. Franchement,
Ça va être génial, on a une fin de tournoi qui est super ouverte. Voilà, donc j'espère qu'on va se régaler demain. J'espère qu'on aura au moins un match au moins en 4-7, voire en 5-7. Pas pour l'aspect physique, mais parce que on a eu trois quarts de finale qui ont été des matchs à sens unique. Et j'aimerais bien qu'on ait des demi-finales avec un peu plus de suspense. Voilà. Ça serait le mieux pour le spectacle. Donc évidemment, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions si vous avez envie. Et donc je vous dis à très vite sur le blog et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de vous, du moment où vous voyez la vidéo comme d'habitude. À plus!